Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Nous allons aller rapidement sur la question, la continuité de ce qu'on disait la fois passée. On l'avait bien dit que la famille est quelque chose de sacré et que l'on ne pouvait pas jouer avec elle. On ne peut pas s'amuser avec la question de la famille et ses responsabilités-là parce qu'en réalité, ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, la conséquence, c'est, je veux dire la cause, l'une des causes, pour ne pas dire la cause principale, mais l'une des causes, c'est aussi la déstructuration de la cellule de base, de la cellule familiale. En réalité, les gens veulent être des pères, mais sans véritablement être pères. Les gens veulent être mères, mais sans véritablement être de mères. Et donc, nous nous retrouvons dans des situations où deux personnes s'unissent et ont des enfants, et puis c'est compliqué, et puis ça va comme ça. Personne ne sait véritablement jouer ce rôle-là. La société, est-ce qu'elle prépare encore les gens à ce grand moment de la vie, qui est le mariage, qui est la famille? Parce qu'en réalité, le plus important dans une famille, ce n'est pas d'avoir seulement des enfants, mais c'est de savoir s'en occuper. Et s'occuper des enfants, ce n'est pas seulement de les scolariser dans les meilleures des écoles. C'est suivre l'évolution de l'enfant, suivre l'évolution des enfants. Et il faut sortir de l'utopie de penser que tous les enfants, on les éduque de la même manière. Comme j'entends souvent, vous réunissez vos enfants à 19 h, vous leur parlez, ou à 20 h, vous leur parlez. Le problème, ce n'est pas ça. Tous les enfants ne sont pas pareils. Il y en a qui sont rapides, il y en a qui sont lents, il y en a qui sont difficiles à comprendre, il y en a où il faut beaucoup expliquer. Et d'autres enfants apprennent à demi-mot. Vous n'avez même pas besoin de beaucoup parler, juste 2-3 phrases, l'enfant comprend. Mais d'autres, ils attendront beaucoup, ils demanderont beaucoup. Alors, nous commettons l'erreur de les éduquer de la même manière. Un peu comme si on nourrissait les enfants de la même manière. Tous les enfants, on ne peut pas les nourrir en réalité de la même manière parce que tous n'ont pas le même degré de faim ou sinon le terme m'échappe. Mais pour dire tout simplement, tout le monde se ressaisit selon ce qu'il peut, selon ce qui lui convient. Donc, quelqu'un légèrement peut manger 2 chikwang, vous avez un autre qui ne peut même pas manger la moitié. Alors, si vous leur donnez tous la même quantité, on va dire, ce qui va se faire, c'est que, sans que vous le sachiez, il y a un qui ne sera jamais rassasié. Et quand on n'est pas rassasié, on a une frustration. On regarde dans ce que l'autre a. Et quand on commence à regarder dans ce que l'autre a, on commence à développer des stratégies et des mécanismes de prendre ce qu'il a, soit par la ruse, soit par la malice. Donc, c'est des sentiments que parfois, nous-mêmes, au niveau de la maison, nous essayons d'une manière ou d'une autre de faire germer ça. Au lieu de comprendre déjà la nature de la chose en disant « mes enfants, je dois les connaître, tel mange beaucoup, donc il en aura un peu plus, tel mange peu, je ne devrais pas vous donner plus ici. » Parce que d'un côté, sans que vous le sachiez, on va négliger, et de l'autre côté, on va ne pas être content, tout simplement. Parce que si moi je mange par exemple 2 pains, et que vous me donnez un seul pain, parce que la règle c'est tout le monde aura un seul pain, ce que vous ne savez pas, vous me mettez dans une frustration. Je mangerai, mais je ne serai pas content. Je ne serai pas du tout d'accord. Alors que l'autre, de l'autre côté, lui, ne peut même pas manger le pain entier, donc il mangera juste la moitié, et l'autre moitié, il en fera ce qu'il voudra. Peut-être il va l'utiliser pour me faire un chantage, et puis on est dans une mauvaise histoire. Alors, est-ce que je suis en train de dire qu'il faut surprotéger les enfants ou donner aux enfants au-delà de ce qu'ils peuvent? Non, seulement je dis qu'il faudrait tenir compte de cela. C'est aussi cela la famille. C'est aussi ça la famille, c'est aussi ça le rôle d'un père, le rôle d'une mère, que de savoir qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas, que de savoir quand il faut donner, quand il ne le faut pas. C'est aussi ça le rôle d'un père. C'est aussi ça le rôle d'une mère. Mais comment on y arrive si déjà à la base, nous n'avons pas quelques prérequis? Et quand je regarde aujourd'hui les jeunes gens qui veulent se marier, je leur pose la question, combien d'enfants vous aurez? Ils disent, oh non, ça c'est Dieu. Mais, chers Africains, il faut qu'on vous dise une fois pour toutes, Dieu n'est pas dans vos rapports sexuels, il n'est pas dedans. Le choix de faire des enfants, c'est vous. La possibilité d'en avoir, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut faire des gens stériles ou pas stériles, mais c'est vous qui décidez de les avoir ou de ne pas les avoir. J'entends souvent les gens dire, oh non, non, oui, Dieu a déjà donné à chacun d'avoir les enfants, mais c'est à vous de vous discipliner. Vous n'allez pas vous mettre à copuler comme si vous voulez remplir le monde, un peu comme si la phrase de l'hymne national, quand on dit « nous peuplerons », il y en a des Congolais qui ont pris ça au sérieux.
qui pensent que c'est vraiment à eux qu'on a dit ça. Donc, ils sont là à peupler comme vous n'avez aucune idée. Non, ce n'est pas une bonne chose et ne dites pas Dieu a dit. Non, Dieu n'est pas dans vos histoires-là. Dans ces choses, nous sommes nous, c'est-à-dire des humains. Alors, ayez un peu de la décence, ayez un peu de la... Voilà, on ne fait pas des enfants comme ça. On fait des enfants parce qu'on pense, on a une certaine programmation. Je ne vous dis pas de faire des mathématiques ou de calculer, non. Je vous dis tout simplement d'être un peu, tout simplement raisonnable. Il ne faut pas faire des enfants à chaque 2 ans, 1 année, vous le faites. Non. Après, c'est compliqué. Et quand on regarde ces familles-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup qui n'ont pas beaucoup d'activités et que la seule activité, c'est peut-être ça. Et donc, il faut à un moment donner essayer un peu de se discipliner parce que les enfants, ça coûte cher. On ne vous le dit pas peut-être, mais les enfants, ça coûte cher. Allez sur Internet, posez la question, un enfant européen coûte combien ou un enfant américain coûte combien? On vous dira la moyenne de la dépense que les parents font pour qu'un enfant soit à la limite, que l'enfant ait le minimum. Mais si vous commencez déjà, vous n'avez aucune programmation, vous voulez avoir 15 enfants, 10 enfants ou même 12 enfants, il y en a même qui vont jusqu'à 9 enfants, c'est bien. Mais vous allez vous mettre dans des pressions inutiles. Et vous allez commencer à revoir vos ambitions au rabais, tout simplement parce que lorsque vous êtes surchargé, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Et vous devez être sûr d'une chose, et ça, je dois le dire, aucun moyen de locomotion ne peut atteindre son objectif s'il est surchargé. Plusieurs personnes n'atteindront pas leurs rêves, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais tout simplement, ils ont été surchargés. Vous avez une femme qui n'a pas un planning, vous avez un homme qui n'a pas un planning, ils se mettent ensemble et tout ce qu'ils font, c'est de mettre au monde sans calcul. Non seulement que ça détériore le corps d'une femme, mais en même temps, ça précipite même l'homme qui doit chercher des moyens pour faire survivre. Et donc, au lieu de vivre, vous allez survivre. Et vous allez dire, non, le pays ne va pas bien, Dieu n'est nous. Non, là, c'est vous qui faites le planning. Quand vous avez des moyens, mettez au monde. Quand vous n'en avez pas, allez-y doucement. Cette histoire de dire, non, demain, on ne sait pas. Non, le problème, c'est que demain, on ne sait pas, ne peut venir que dans la tête de ceux qui n'ont pas de plan. Mais si vous avez vos plans, vous pouvez déjà le faire. Et rassurez-vous que demain, ça va toujours bien. Et même si demain ne va pas bien, entre l'incertitude de celui qui a tout organisé et l'incertitude de celui qui n'a pas organisé, qui ne sait pas organiser, il y a une différence. Celui qui ne sait pas organiser, qui est surpris par les aléas de la vie, a plus mal que celui qui s'était préparé. Parce que si tu as 2 enfants ou 3 enfants, tu pourras offrir à ces enfants-là le meilleur, le minimum, tu pourras offrir à ces enfants. Mais si toi, tu n'as pas ça, parce que tu n'as pas pu te contenir, parce que là, pour toi, la nuit, c'est fait pour autre chose et pas pour dormir. On aura des problèmes comme ça. Vous aurez 8 enfants, 9, et vous n'arrivez même pas à les scolariser tous. Ou alors, au lieu de les envoyer dans les très bonnes écoles, vous allez envoyer vos enfants dans les histoires inutiles parce que vous dites, bon, nous n'avons que ça, faisons ça. Je dis aux gens, c'est important de le savoir. Mais je ne suis pas ici en train de dire que les Africains ne devraient pas mettre au monde. Non, moi, je suis convaincu qu'il faut mettre au monde, autant que nous pouvons. Parce que nous sommes sous-peuplés. Qu'on ne nous trompe pas en disant que l'Afrique est surpeuplée, c'est faux. Nous sommes sous-peuplés, vous n'avez qu'à voir Kinshasa pour comprendre que toute la population est concentrée dans un seul centre et qu'il y a beaucoup d'autres endroits qui sont vides. Et même pour la RDC, c'est la même chose. Mais cela ne nous dit pas de faire des enfants sans imaginer, sans calculer, parce qu'après, il faut les nourrir. Et en dehors de nourrir les enfants, comme on l'a dit, les enfants, il faut les éduquer. Mais pour éduquer les enfants, c'est ce qui nous ramène maintenant au début. Pour éduquer les enfants, vous devez vous-même être éduqué. Et le problème avec nous aujourd'hui, le mot d'aujourd'hui, comme Mandela le disait à l'époque, c'est l'éducation. Les gens ne sont pas éduqués et les gens font un effort de ne pas être éduqués. Vous voyez un jeune garçon, il a 19 ans, 20 ans, 22, vous lui posez la question, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Quel est le plan que tu as demain? Je pense que tu veux te marier, oui, mais quel est le plan? Il dit, il ne comprend pas. Non, non, évitez. Lorsque vous êtes dans un pays, si vous voulez découvrir un pays qui ne se développe pas et qui ne se développera pas, dans tous leurs slogans, il y a plus le nom de Dieu dedans. Lorsque les hommes commencent à démissionner, au lieu de faire leur boulot, de faire leur part, dans leur bouche, Dieu va faire, Dieu fera, Dieu nous garde, Dieu nous protégera, comprenez tout de suite que cette nation, elle est en train de mourir. C'est ça ce qu'on appelle une démission. La démission, c'est celle-là. La démission, c'est le fait de refuser, de ne pas reconnaître ce que vous devez faire et vous pensez qu'une autre entité viendra faire ça à votre place.
Et ça, c'est la mentalité africaine, malheureusement, et la mentalité congolaise en particulier. Les gens pensent encore aujourd'hui que c'est Dieu qui va tout faire pour eux. Quand vous entendez les politiciens, c'est Dieu qui va amener la paix dans votre pays. C'est Dieu qui fera la guerre à votre place. Non, Dieu ne fera pas la guerre à notre place. Nous allons faire la guerre à notre place et Dieu nous aidera dans le combat. On l'appelle l'éternel Dieu des armées. On n'a pas dit qu'il est éternel Dieu de prière. Éternel Dieu des armées. Ce n'est pas des armées qui vendent de fleurs, c'est des armées qui tuent. En Israël, vous avez vu ce qui s'est passé avec le Premier ministre. On a bombardé Israël. Qu'est-ce que le monsieur fait? Il prend un parchemin, il écrit un verset biblique, il va dans les fissures de murs de lamentation, il glisse là-bas. Et le verset, je l'ai oublié, dans le verset, on parle d'une lionne qui se range et d'un lion. Et on dit à ce peuple d'aller se venger jusqu'au bout et de boire les sangs des gens. Mais ça, c'est le Dieu d'Israël. Donc, en Israël, le Dieu d'Israël permet à ses enfants d'aller bombarder des pays, bombarder les voisins. Mais vous, ici au Congo, vous priez le Dieu d'Israël avec la Bible. Mais c'est une confusion totale. Battez-vous, Dieu va faire. Et vous avez dans vos chansons ici, oh, Nzambe, Mabelo Pesabiso, qu'il y a des gens qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent. Comme si vous pensez que Dieu n'est pas le Dieu des autres. Non, il est aussi le Dieu des autres. Et la justice de Dieu n'a rien à voir. La justice de Dieu ne vient que primer ceux qui ont la conscience et qui savent ce qu'ils doivent faire. Ça ne vient pas primer la paresse et la faiblesse. Vous êtes là à croiser les bras, on te tape. Oh non, la Bible a dit, gifle. Non, mais écoutez, contextualisez les choses avant de les appliquer bêtement. Contextualisez. Contextualisez. Vous, on vous tape. Non, on ne va pas réagir parce que Dieu a dit, à lui la vengeance. Non, ce qui est sur terre, faites-le sur terre. Réglez ça ici. Et vous parlez, vous sentez le désespoir dans le langage des gens. Ils disent qu'ils veulent aller de l'avant, ils disent qu'ils veulent faire plus, mais dans leur langage, on sent qu'ils ont peur. Qu'est-ce que tu as prévu demain? Oh non, Dieu seul sait. Voilà. Mais comment ça, Dieu seul sait? On sait que Dieu seul sait, oui. Mais dans ça, il n'y a que tout, il y a toi aussi qui sais. Qu'est-ce que toi tu sais? Parce que les gens devraient comprendre une chose. Dieu ne fera jamais la part de l'homme. L'homme a, dans la destinée d'un homme, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Et généralement, dans la plupart des cas, lorsque le plan échoue, ça n'a jamais été du côté de Dieu. Ça sera toujours du côté de l'homme. Soit il n'a pas entendu, soit il était distrait, soit il s'est embrouillé. Et c'est ça ce qui nous tue, qui nous mène dans des conditions parfois difficiles. Et moi, je l'entends tous les jours. Quel désespoir! Les joueurs congolais doivent aller jouer au football. Ils doivent aller jouer contre une autre équipe. Mais vous entendez les coachs, ou vous entendez, non, nous laissons tout entre les mains de Dieu, nous pensons que nous allons gagner, Dieu ne nous abandonnera pas. Qui vous dit que Dieu est un coach de football? Ces choses-là, il ne le connaît pas. La réalité du football se passe dans la préparation, dans les entraînements. Entraînez-vous, préparez-vous. Allez, bondez, battez-vous. Ne mettez pas Dieu dans des choses auxquelles Dieu n'est même pas dedans. Donc vous pensez vraiment que si le Congo joue avec le Togo, Dieu va faire une faveur aux Congolais et pas les Togolais. Parce que les Togolais ont fait quoi à Dieu? Quand on a tué Jésus, vous avez vu les Togolais là-bas? Pour que vous puissiez croire que Dieu vous aime seulement vous et pas les autres. Et généralement, ça, c'est de la paresse spirituelle. Et même l'immaturité. On mène Dieu là où Dieu n'est pas. J'ai aimé quelqu'un qui disait d'ailleurs, et je crois que je vais l'avoir dit une fois, vous allez vous-même voir pour une petite digression dans les églises comment vous célébrez Satan sans le savoir. Vous donnez à Satan beaucoup d'énergie. Et parfois, vous avez créé un Satan qui n'existe pas. Vous avez tellement créé un Satan fort, puissant, omnipotent, omniscient. Vous avez inversé les choses. Quand on parle de Satan, c'est toute l'agitation. Ganga, Nyataye, Beta, Tumba. Lobina, Moussou, Kangaye, Betaye. Mais finalement, oh, l'objet qui est Moussou, les sous-sous, les gotés, Moussou, chargé, vous chargez Bahara, mais Bouaka. Mais quoi cette affaire? Donc les gens vont se laver le matin, ils vont aller à l'église pour une seule chose, chasser Satan, chasser... Non mais attendez, quand il fait noir et que vous avez besoin de la lumière, on ne chasse pas la lumière, on allume la lumière. On n'a même pas besoin d'une prière pour ça. Allumez.
Vous passez tout votre temps à chasser Satan. Et vous avez créé un Satan extrêmement puissant en Afrique. Et que le Satan, là, il est trop faible en Europe. On ne le voit pas. Puisque la même chose pour lequel Satan vous bloque ici, j'ai l'impression qu'il ne bloque pas les gens de l'autre côté là-bas. C'est Satan qui vous bloque pour avoir un travail. Monsieur, réveillez-vous, c'est votre gouvernement. Vous avez élu des irresponsables qui, au lieu de prendre des mesures positives, des vraies mesures pour vous, ne le font pas. Dieu n'est pas dedans. Le taux de chômage, c'est Dieu. Vous avez bu de l'eau, qu'est-ce que Dieu va faire avec votre responsabilité? C'est vous et vous tout seul. Donc je voudrais vraiment attirer l'attention des gens pour que vous puissiez comprendre que parfois les démons que vous voyez n'existent pas. Ils n'existent que dans votre esprit et ils sont tellement puissants que dans votre esprit. Parce que regardez, si vous avez vu vos pères fuir la foudre, vous aussi, vous allez commencer à fuir la foudre. Même lorsque la foudre ne vous a jamais foudroyé, vous la fuirez. Pourquoi? C'est par habitude. Tout ce que vous avez vu les gens faire, vous commencez à recopier. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Nous recopions le même modèle qui a échoué depuis longtemps. Nous continuons à le faire. Que Dieu bénisse certains pasteurs qui ont compris que ça ne sert à rien que de consacrer 80% du temps d'une église que de parler de Satan. État-major naïe, à Salakaboui, à la Muganatongo, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec comment Satan se réveille? Qu'est-ce que j'ai à faire avec comment Satan vit? Pourtant, ce que moi je dois faire dans ma vie, c'est de me débarrasser de ce que Satan a. La haine, le mensonge, la jalousie, la mauvaise foi, les mauvaises pensées. Ça, ce sont les œuvres du diable. C'est ainsi que vous allez voir, vous chassez un diable qui ne partira pas. Parce que le diable est en vous. Vous avez ces choses avec vous. Vous êtes chrétien, mais vous complotez pour tuer un autre frère. Vous êtes chrétien. Et c'est toi qu'on donne la mission. À toi qu'on donne la mission, on dit, on retient les poisons. Toi, chrétien. Vous avez réussi à faire des choses incroyables. Vous avez réussi à concilier le paradis et l'enfer au même endroit. C'est extrêmement savant. Je crois même pas Satan est capable de le faire. Et les gens sont dans beaucoup de choses pour rien. Donc, bref, quand vous imaginez votre vie, il faut déjà imaginer que c'est vous d'abord. Sur terre ici, le responsable de votre échec, c'est vous. Et le responsable de votre réussite, c'est encore vous. Donc, quand ça marche, c'est vous. Et quand ça ne marche pas, c'est vous. Arrêtez d'accuser les gens pour rien. Tu veux te marier, tu veux devenir un père de famille. Oui, mais est-ce que tu t'es toi-même préparé? Est-ce que toi-même, tu es prêt à t'abandonner? Parce que être père, c'est aussi cela. Ne pas dormir sans savoir là où tes enfants ont posé la tête. Combien de pères sont irresponsables? Moi, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est que comment tu peux faire un enfant et l'oublier? Comment tu peux faire un enfant et oublier cet enfant? C'est-à-dire laisser la responsabilité à la femme. À ta femme de s'occuper des enfants et toi, tu n'es qu'un Père Noël. Mais c'est compliqué cette histoire. Je parlais à plusieurs filles mères qui m'ont dit, ben écoute, j'ai eu un garçon, un copain, il m'a mise enceinte et puis il est parti et tout. J'ai dit, mais est-ce qu'il pose au moins la question de son enfant? Oh non, il n'a jamais posé la question de son enfant. Mes frères, on peut atteindre une irresponsabilité, mais pas à ce point. Pas à ce point. Tu ne peux pas dormir tranquille, sachant que ton fils, ton sang, tu ne sais pas là où il est. Tu ne sais pas ce qui se passe avec lui. Tu ne sais pas qui parle à cet enfant-là. Non, comment? Je peux encore comprendre que dans ton immaturité, ou en anazim, je peux comprendre. Même si je ne le conçois pas. Mais je peux comprendre. Mais de là à renier l'enfant, c'est un autre level. Un autre level. C'est un level d'inconscience, mais extrême. Et je le dis toujours, vous ne deviendrez jamais de bons pères si vous n'avez jamais été de bons fils. Tu ne deviendras jamais un père exceptionnel si tu n'as pas été un fils exemplaire. Si tu n'as pas été éduqué, tu ne seras pas éduqué. Si tu n'as pas été formé, tu ne pourras pas être formé. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas déformer. Voilà pourquoi je dis que ça se prépare. Maintenant, quand tu es encore jeune, quand tu n'as pas encore d'enfant, quand tu n'as pas encore d'engagement, faites le choix. Choisis bien ton partenaire. Choisis bien ta femme. Choisis bien ton monsieur.
Mes sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas tout celui qui vient vous dire « je veux vous épouser » qui doit baisser toutes vos gardes. Parce que les filles, il semble, une fois que tu dis c'est moi une fille que je veux t'épouser, la fille se met dans une assurance. Écoutez-moi, mes sœurs, le mariage, ce n'est pas salutaire. Personne n'ira au ciel parce qu'il s'est marié. Ça, vous devez d'abord le savoir. Un. De deux, ce n'est pas une infraction que de ne pas se marier. Trois, ce n'est pas un péché que de ne pas se marier. Alors, pourquoi vous vous précipitez? Pourquoi vous tombez si bas? Simplement parce qu'un monsieur dit « Madame, je vais t'épouser » et tu t'offres comme ça. Qu'est-ce qui te pousse à aller dans cette histoire-là? Et ça, nos jeunes sœurs devraient le comprendre. Vous vous engagez avec des irresponsables parfois. Déjà pendant les fiançailles, cet homme ne s'est jamais occupé de toi. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il va faire de toi dans sa maison? Vous êtes pendant les fiançailles, pendant le copinage. Ce monsieur ne t'a jamais offert un seul cadeau. Il ne se soucie jamais de toi. Ça veut dire que quand il a besoin de toi, c'est pour ce besoin physiologique, que pour du sexe. Une fois que vous vous séparez, vous vous oubliez. Il va penser à toi seulement le jour où il aura encore envie de toi. Mais soudainement, ce monsieur-là, puisque le plan A, le plan B, le plan C n'a pas marché, il revient vers toi, il dit « je vais t'épouser » et tu acceptes. Et quand tu es dans le mariage, tu te dis « comme ça, un rideau, un dakou, il me laisse, il sort. » Mais il t'avait toujours laissé. Il n'a jamais été avec toi. Mais pourquoi vous ne comprenez pas? Je le dis toujours, hein, le ciel, en fait, il ne pleut jamais sans que le ciel ne noircisse. Ou sinon, sans que le ciel nous envoie des signes. Et le mariage est à l'image de votre fiançaille. Généralement, c'est comme ça. Enlevez dans votre esprit que le mariage change les hommes ou le mariage change les femmes. C'est faux et archi faux. Tel que vous êtes là, vous le serez encore dans le mariage et parfois pire même. Parce que pendant les fiançailles, vous vous observez. Il y a un petit semblant. Vous jouez des petits rôles. Mais une fois que vous êtes dans le mariage, vous l'élevez de bouclier maintenant. Et c'est là que tu comprends que ce monsieur n'est pas celui qu'il me faisait croire. Et c'est là que tu comprends que cette dame n'est pas celle qu'elle m'a fait croire. Donc, chère sœur, soyez exigeante un peu. Soyez exigeante. Toi, tu fais tes études. Tu as fini tes études. Et tu vas aller épouser un homme qui, dans sa tête, une femme ne peut pas travailler. Comment tu acceptes d'aller dans ces conditions-là? Et tu dis non, je vais les changer. Non, tu te trompes. Généralement, vous allez dans le mariage par peur de rester seul. Justement parce que vous avez peur de rester seul et vous allez dans des histoires et ça commence à vous déranger. Et la pression que les familles mettent sur leurs jeunes filles, ça m'écoeure aussi. On est en partie responsable. Une jeune fille qui a 25 ans, 26 ans, 27 ans, son père, sa mère commencent à regarder l'enfant différemment. En se disant, il y a eu aux Amoukonines, au Balakan. Ce que vous ne savez pas, la jeune dame a déjà une pression de ses amis. Et quand vous lui mettez une autre pression supplémentaire à la maison, vous poussez la jeune dame à baisser ses attentes, à baisser ses exigences. C'est ainsi que vous avez des jeunes filles qui vont accepter un homme malgré lui. Parce que la famille avait dit, et j'en ai parlé à plusieurs, le jour où Dieu nous permettra, on sortira notre sondage qu'on a eu à faire. Je parlais à plusieurs jeunes dames, à plusieurs femmes qui se sont mariées. Je leur ai dit toujours, est-ce que si le monde était à refaire, est-ce que vous allez toujours épouser vos messieurs? Et la réponse a été sans appel. 90% ont dit non. Si j'avais le choix, ce n'est pas lui que je choisirais. Mais quand vous poussez un peu plus loin la question, et qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis je me suis trompé sur toute la ligne. Mais quand on avance un peu, on dit mais qu'est-ce qui vous a véritablement contraint à le faire? Et c'est là que vous avez des raisons bizarres. Non, il fallait, en ce moment-là, il fallait le faire. Tu vois, j'avais déjà 30 ans, j'avais déjà 28 ans. Et celles qui me font plus mal, c'est que j'avais déjà un enfant. Mais ma soeur, qui t'a dit que parce que tu as un enfant, ou parce que tu as 2 enfants, que ta valeur a baissé? Qui vous a fait croire ça? Je veux savoir la personne qui vous a dit que lorsque vous mettez au monde, avant de vous marier, votre valeur baisse. La maternité ne peut pas être un indicateur de la valeur d'une femme ou de sa... Voilà. Donc, je crois à un moment donné, les femmes devraient s'estimer au-delà de la maternité.
Vous n'êtes pas là que pour mettre au monde, vous êtes là aussi pour faire des projets, penser, imaginer, inventer, créer. Ce n'est pas que les hommes qui doivent le faire, vous pouvez aussi le faire. Et vous allez accepter d'aller dans un mariage avec un monsieur qui ne comprend pas la vie et qui va vous pourrir la vie. Combien de femmes, peut-être vous n'avez pas les statistiques, mais combien de femmes sont en train de mourir dans les maisons, dans le mariage? Combien? Je vais vous donner des éléments. Est-ce que vous savez, vous avez l'idée des avocates qui ne deviendront jamais avocates, tout simplement parce qu'elles ont fait un mauvais choix. Elles ont épousé des complexés. Avez-vous une idée? Avez-vous une idée de combien de femmes médecins ne deviendront jamais des médecins puisqu'elles ont épousé des hommes irresponsables et des hommes tout simplement complexés? Est-ce que vous avez une idée des femmes ingénieures, des femmes militaires, des femmes parfois savantes, mais qui ne le deviendront jamais parce qu'elles ont épousé des hommes complexés? Et le complexe d'un homme poussera l'homme, à penser que la femme est son adversaire. Et vous avez des couples comme ça où l'homme se considère comme l'adversaire de la femme. La femme ne peut pas faire ceci, elle ne peut pas faire cela. Moi, quand on me pose des questions comme ça, la seule réponse que j'ai, c'est qu'elle savait. C'était depuis le début. Déjà dans vos fiançailles, ton mari ou ton petit ami ne veut même pas que tu travailles. Et puis il y en a qui ne se cachent pas. Ils sont tellement bas d'esprit qu'ils ne se cachent même pas. Non, moi, et tu regardes l'heure, tu regardes la date, nous sommes en 2025, mais vous avez encore des hommes qui réfléchissent comme si on était en 1800. Et pourquoi la femme ne va pas travailler? Voilà les prétextes, ils disent non, parce qu'elle va aller chercher les hommes là-bas. Comment elle va aller chercher les hommes là-bas? Et toi, quand tu vas travailler, tu cherches les femmes ou tu ne cherches pas les femmes? Oh non, moi je suis l'homme. Donc un peu comme pour... vous avez des gens qui se réclament le trophée de l'imbécilité, en fait. Hein. Ils sont à l'aise même. Et ils continuent à réfléchir au lieu de se taire. Non, ils continuent à argumenter. Je dis, mais calme-toi, tais-toi, tu parles d'idées, des bêtises. Non, ils continuent. Mes sœurs, un homme qui te dit que tu ne peux pas travailler, excuse-moi de te le dire, ça va te choquer, quitte-le. Parce que c'est soit lui, soit le toi de l'intérieur. En fait, nous sommes appelés à accomplir une mission dans la vie. Et la mission que nous sommes appelés à accomplir réside dans les talents que nous avons, dans le potentiel que Dieu a déposé dans chacun d'entre nous. Excusez-moi de vous le dire, le mariage ne sera jamais une excuse. Vous n'allez pas dire à Dieu, je n'ai pas accompli ma destinée parce que j'étais marié. Dieu vous dira, mauvais serviteur, va très loin. Pourquoi vous voulez vous mettre dans des conditions, des difficultés comme ça? Et pourquoi vous acceptez de baisser votre estime? Mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Un monsieur avait des enfants, des jeunes dames. Il en a eu malheureusement pour lui, ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend. Il n'a eu que des filles et jamais des garçons. Arrivé à un moment donné, il commence à se lamenter en disant tout l'argent que j'ai, mes enfants, tout ça, tout ça, tout ça. Et il commence à dire à ses enfants de ne pas pousser les études trop solides parce qu'il risque de ne pas trouver les hommes. Là, c'est le papa. Hein. Ce n'est pas le beau-père. C'est le père de la fille qui pense que sa fille ne peut pas aller de l'avant. Et on parle avec la dame dit, elle veut devenir docteur. Elle veut en réalité être enseignante. Elle veut enseigner, pas à l'école primaire, mais à l'université. Le père de la fille pense que c'est extrêmement grave. Tu ne peux pas être comme ça, c'est pas bien. Une femme est faite pour être mariée et tout ça. Tu vas rencontrer un homme. Malheureusement pour la fille, elle s'est rébellée. Et je l'encourage dans cette rébellion. Elle s'est rébellée, elle a refusé, elle s'est scolarisée elle-même et aujourd'hui elle est docteur. Et vous savez le pire des cas, c'est que c'est elle qui prend en charge son papa. Je dis, mais monsieur, est-ce que vous avez compris que vous aurez pu tuer cette fille pour rien? Elle allait aller se brûler les mains dans les cuisines d'un monsieur irresponsable. Entre-temps, non mais... Moi je le dis, main sur le cœur. Le jour où Dieu me donne une fille, toi qui me suis en ce moment, où tu suivras cette vidéo, petit, il y a deux choses. Soit je ne t'aime pas déjà à l'avance. Deux, ben tu fais gaffe. Ma fille va étudier, elle va finir ses études, elle va aller jusque là où elle veut faire. C'est qu'elle veut faire. Et si tu ne veux pas,
tu te casses. Sinon, elle a 2 frères. Au cas où tu oublies, elle a 2 frères. Donc, à un moment donné, je me dis, mais comment on peut ne pas aimer sa fille pour la marier à 22 ans? C'est quoi l'affaire? Une jeune dame de 22 ans, elle est à l'université. Elle vient d'entrer à l'université, elle est en G1, en G2. Et un monsieur qui vient vous dire, je vais prendre votre fille en mariage, et vous laissez votre fille partir. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous dit que ce monsieur... Parce que, j'ai envie de dire un truc, mais ça ne sera pas correct. Parce qu'il faut appeler les militaires, vous venez, et vous avez un gros papier, et vous faites un contrat. Dites, ma fille va étudier jusqu'à la fin. En fait, en réalité, tout ce que je veux dire, c'est que quand on est jeune, on est enfant, faites scolariser vos enfants, surtout les filles. Permettez à vos filles d'étudier. Que le mariage ne vienne pas ombrager, brusquer, détruire. Non, que le mariage ne vienne pas le faire. Que vos enfants étudient, qu'ils finissent les études, qu'ils vous amènent leur propre diplôme d'abord. Ensuite, qui au bal. Mais non, nous, on n'est pas dedans. Il y en a qui, pour eux, nous, qui m'a charge pour la nuit. Qui m'a charge, en réalité, qui m'a charge, on dit à foutre les bas classe. Non, mais c'est ton enfant, porte-le jusqu'au bout. Porte-le jusqu'au bout, y compris les garçons, les hommes aussi, la même chose. Les hommes, c'est la même chose. Excusez-moi de vous le dire, lorsqu'un homme, un garçon, n'a pas le souci d'aller de l'avant, n'a pas le souci de s'en sortir dans la vie, ben, il ne mérite pas d'avoir votre fille. Il ne mérite pas. Un monsieur ne se mesure pas par l'argent qu'il a en main maintenant, mais c'est dans sa capacité de recréer de l'argent et de créer des conditions pour mettre ta fille en sécurité. Il faut que tu te rassures que ce monsieur qui vient épouser ma fille ne va pas étrangler ma fille, ne va pas l'obliger à prendre un autre chemin ou ne va pas détruire. Parce que les enfants sont un investissement. Moi, je prends mes enfants, je prie toujours à Dieu, je dis Seigneur, aide-moi. Parce que quand je sors et que je travaille, je fais de mon mieux. Il y a des nuits blanches que je fais. Et j'ai de l'argent, je mets ma fille dans de bonnes conditions pour qu'un monsieur demain vienne et s'amuse avec ma fille. Parce que, bon, peut-être qu'il n'aimera pas ma fille, il aimera le nom. Son nom, il dira, bon, comme c'est un Bossembe et que son père est ceci ou cela, et que Dieu m'épargne de ces choses-là. C'est pourquoi je dis à ce monsieur, cette vidéo va rester éternellement. Tu vois, on va peut-être, il faut voir la vidéo. Ma fille aura 2 frères. 2 grands frères. Sans compter les cousins, qui parfois peuvent ne pas être sous les ordres. Ils peuvent agir pour établir l'ordre et la discipline. Donc je disais que c'est important quand même de le faire. Donc, mais allez-y avec conscience dans cette histoire. Le mariage, ce n'est pas une affaire facile. Et faire une famille n'est pas une affaire facile. Il faut de la conscience. Il faut un peu de personnalité. Lorsqu'un garçon veut se marier, voici les étapes nécessaires. La première étape, c'est d'abord l'étape de la formation. Ce garçon doit être formé. Former un homme, c'est former former un garçon, c'est former un homme. Et former un homme, c'est préparer la suite d'une famille. C'est pourquoi je dis aux jeunes dames, élevez vos exigences. Un monsieur qui vient t'épouser, qui dit qu'il veut t'épouser, madame, il faut qu'il ait le minimum. Le minimum. C'est-à-dire, il faut qu'il ait une unité de production. Il faut qu'il sache au moins travailler. Parce qu'une femme peut t'aider, mais la femme ne t'aidera pas à tout faire. Il faut que ce monsieur-là soit débrouillard. Comment vous allez épouser un gros bébé, un flemmard? Comment vous allez épouser un monsieur comme ça? Qui dans sa bouche n'est que maman, maman, papa, papa. Non, il n'y a jamais moi. C'est jamais. Comment tu épouses un garçon, un monsieur comme ça? Comment tu vas épouser un mendiant? Ton monsieur ne fait que demander de l'argent. Et tu le sais, parfois il ne se cache plus, il le fait même devant toi. Et un peu de la pudeur pour vous-même, mais un peu de la décence. Comment tu sors avec un monsieur et en route tu le vois demander de l'argent à quelqu'un d'autre, à un autre homme comme lui? Non mais, à un moment donné, jeune dame, élevez vos niveaux, quoi. Élevez votre niveau. Il y a des choses qu'on ne fait pas par amour propre. Pas parce qu'on est orgueilleux, mais par amour propre. Je m'aime tellement pour faire ça. Il faut le minimum. Et l'autre chose, que le garçon, le monsieur que tu veux, doit avoir un minimum de niveau. Il faut me bali au bal, abobala ye, ou andimiko. Azala namondambo mayele, namondambo bongo. Kobala bololite, kobala musenzite.
Vous savez, Moussé disait, je vais être sévère en disant ça. Un homme qui montre l'argent, son argent, sur les réseaux sociaux, c'est un immature. Un homme qui danse sur les réseaux sociaux sans gêne, alors que ce n'est pas sa profession. Si c'est un danseur professionnel, je comprends, il exerce son métier. Mais si c'est un homme normal, il se met à danser dans la caméra, c'est une femmelette. Même pas une femme. Ce n'est pas un homme. Et il disait, mais je ne comprends pas. Hein. Vous avez un niveau. Un homme qui est dans les... pas lui. Vous serez à 2 dans la maison. Pas lui. Non, passe ton chemin. Un homme que tu vois... Mais comment un homme peut venir t'aborder en parlant français, mais le français dont il parle, il est le seul à comprendre de ce qu'il est en train de parler. C'est-à-dire même le français, mais il dit qu'il est diplômé. Donc tu as en face de toi un tricheur, il a acheté des diplômes pour être là. Parce qu'il y a des choses, on a appris en français. L'école a été en français. L'école n'a pas été en lingala, c'est en français. Donc le minimum que l'on doit comprendre, c'est le français. Ne serait-ce que parler. Il y en a jamais dans un message, il a un audio. Parce qu'il ne peut pas écrire. Car audio. On a l'objet, comment dans une réunion? Bon, on a non, vas-y, incapable. Il ne sait ni écrire. Et regardez les niveaux aujourd'hui dans les commentaires. Les gens qui écrivent dans les commentaires. Mais vous avez des familles. Quand vous mettez vos noms, mais il y a honte quand même. Ils ont un embouteillage extrême. Donc, la papa, c'est une pacte, Moussa Lobi, c'est une front, même, c'est pas possible. Moi, je t'aime, j'apprécie ta front. Ta front. Autour t'as quoi? Oh, j'apprécie ta front. T'as vraiment une belle front. Osons continuer, paix. Parce que moi, je suis en train de faire tout, hein, c'est ce qu'ils disent. Hein. Je suis en train de faire tout pour perdre ma ventre. Cette ventre-là, il faut... Ndeko. Yekola. Zala humble. Mais l'ingé français a devant bateau, il y a problème. Parce que l'ignorance fait toujours un effort pour se faire savoir, là où l'ignorance se trouve. Quelqu'un d'ignorant, il va faire du bruit, on va l'écouter. Ah, madame, est-ce que vous avez une très grosse avocat? Grosse ndengeni. Bon, une très gros avocat. Oh, Loba Lingala va traduire aussi simple que ça. Et puis il y a des écoles de formation partout ici. Moi je ne comprends pas. Na place au côté na TikTok, au côté na comment on appelle ça? Na place au côté na TikTok, au côté na bilo na papa na Instagram, Facebook. Mais va sur Wikipédia. Va sur conjugaison. Hein? Je vais venir, moi je vais venir, toi tu veux venir. Comment? Pourquoi? Tout simplement parce que quand les gens étaient à l'école, vous n'étiez pas là-bas. Et voilà, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans des conditions où vous ne pouvez plus. Et comment vous allez fonder une famille dans des conditions comme ça? Non, je crois que le minimum, c'est une éducation, une formation. Ce n'est pas une raison de ne pas être éduqué parce qu'on n'a pas eu de bons parents. C'est faux. C'est faux. À partir de 12, 15, 14 ans, il s'agit de votre responsabilité. Et vous êtes responsable de ce qui va vous arriver. Donc il y a tellement de choses à dire aux gens sur la question que l'on doit comprendre effectivement quel est le rôle que nous jouons. Maintenant, une fois que tu t'es marié, une fois que tu as trouvé la personne qui t'intéresse, qui correspond un peu à ce que tu veux, maintenant tu vas te marier. Et la même chose pour les hommes. Je ne dis pas que pour les femmes, mais les hommes aussi la même chose. Oza mobali ndengeni ni mwasi na yo abina na ba réseaux sociaux. Entre nous soit dit, aza danseuse de. Comment azobina na réseaux sociaux et yo tikali o tala ebo. Obibe liberté, c'est quelle liberté? Est-ce que vous comprenez? Vos copines, même si c'est une copine, que tu penses que tu vas faire une vie avec elle, elle n'a pas à danser sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas à le faire. Elle n'a pas à mettre une chanson, elle est en train de... Non! Non, mais bon, peut-être qu'on n'a pas la même philosophie, mais il faut dire non à ça. Ça s'est fait souvent, nous tous nous avons ça, on a vu ça à un moment donné. Moi j'avais à un moment donné, c'était assez compliqué, avec ma femme qui voulait aussi ces histoires des réseaux sociaux. Elle le voulait, Christelle me pardonnera, mais elle le voulait. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Un jour,
j'ai décidé que ça s'arrête. Et ça s'est arrêté. Parce que j'étais clair avec ça. Tu ne peux pas te permettre de... Attends, qu'est-ce que vous cherchez à la fin? C'est la validation. Qu'on se le dise, on va se cacher, mais c'est la validation. La preuve, lorsqu'on n'a pas de commentaires, qu'on n'a pas beaucoup de j'aime, on a un sentiment d'avoir échoué. On veut avoir plus de j'aime, on veut avoir plus de commentaires. Et quand vous êtes dans cette posture-là, ça veut dire que vous n'avez rien compris de la vie. Parce que c'est justement ça la chute de l'homme. C'est justement ça la chute de, si vous voulez, de notre humanité. Le fait de suivre la validité, disons la validation. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Elles commencent toujours bien. Et puis elles vont tourner. Et quand elles tournent, vous pensez qu'elles tournent pourquoi? Parce qu'elles sont fatiguées? Non. Elles tournent pour montrer aux gens comment elles sont formées. Et quand il y aura beaucoup de j'aime dans cette vidéo-là, et c'est la vidéo qu'elle commencera à répéter à tout moment, puisqu'elle est dans cette histoire-là. Et un jour, elle va enlever les habits, elle commencera à montrer chaque partie de son corps parce qu'elle veut attirer de l'attention. Et ça, c'est scandaleux. Et ça, quand une fille le fait, elle n'est pas prête à aller dans un foyer. C'est comme les hommes, la même chose. Un garçon que tu vois tout le temps en boîte de nuit, lundi, mardi, mercredi, tu as l'impression que c'est lui le manager même de toutes les boîtes, où il est un agent de l'ANER, mais il circule dans les boîtes pour voir s'il y a des criminels. Toutes les boîtes, donc, ça veut dire que toi tu sors une fois, parfois par semaine. Mais le jour où toi tu sors, tu le trouves seulement. Un jour tu dis, bon, je vais quand même aller mardi. Il est là. Il dit, mon frère, c'est un second travail ou... Mais un monsieur comme ça, tu vas l'accepter et tu vas faire de lui, comment on appelle ça, ton homme ou ta femme, c'est assez compliqué. Donc, il y en a tellement de choses à dire. Mais maintenant que vous êtes dans le mariage, quelles sont les attitudes et le comportement que les gens devraient avoir pour bien arranger, sinon bien organiser votre foyer? Lorsque vous voulez vous marier, excusez-moi, et que vous êtes marié, vous vous mariez quand même, il y a des choses qu'un homme doit faire et des choses qu'un homme ne doit pas faire. D'abord, premièrement, l'homme ne discute pas son autorité une fois que vous êtes à la maison. C'est à l'homme de placer les limites. Parce que rassurez-vous, votre femme ne fera que ce que vous faites. Et vos enfants ne feront que ce que vous faites. Si vous, un homme, vous criez, vous insultez, vous frappez, vous humiliez votre femme, vous n'allez récolter que le désamour, la désolation, l'aigreur et les sentiments de la famille vont être détruits. Et même le climat sera détruit. Donc voilà pourquoi on dit aux gens, si tu penses que tu es quelqu'un de très nerveux, avant de te marier, corrige-toi d'abord. Pourquoi les gens ne prennent pas le temps de se corriger d'abord eux-mêmes? Parce que vous êtes un propre fardeau pour vous-même. Il y a des gens, je veux dire des messieurs, hein, qui ne partagent pas naturellement, à Kabaate. C'est-à-dire, lui, il ne partage pas. Et ce n'est pas une fatalité. Mais lorsque vous développez les sentiments de ne pas partager, ça veut tout simplement dire que vous avez un rapport difficile avec les choses. Vous avez un rapport difficile avec l'avoir. Vous avez un rapport difficile avec soit l'argent, soit la nourriture, soit les choses que vous n'arrivez pas à partager. Vous êtes prisonnier de cela. Et vous devez développer un sentiment de détachement et de désintéressement à ces choses-là pour que vous puissiez être libre. Moi, quand je grandissais, et ça, c'est mon père qui l'a fait. Quand je grandissais, j'avais un rapport difficile avec la nourriture. Très, très difficile. Je grandissais tellement gras. J'étais vraiment au bras bouboule. J'étais bouboule avec des joues, avec un ventre. Figurez-vous que mes amis me poursuivaient comme ça. Et je cours parce que je ne pouvais pas me battre. Je fouille, je vais aller loin. On n'a pas fini de me poursuivre. Hein. Je suis déjà fatigué. Et je reste debout, je les regarde. Je dis, bon, faites ce que vous voulez. Parce que je ne sais plus courir, essoufflé. Et là, ils viennent, ils touchent les ventres. Les joues, les amis garçons comme moi. Et puis, quand ils finissent, je dis, bon, c'est ici. Oh oui, c'est ici. Et puis, je continue à marcher. Et je vais aller là-bas, mon frère va m'accuser. Et tu rentres, on te frappe. On dit, non, il faut que tu te battes. Je vais me battre comment? Je ne sais pas me battre. Et mon père disait, c'est parce que tu manges beaucoup. Et qu'est-ce qu'il a fait? Désormais, avant de manger, il faut que tu ouvres la porte. Il faut ouvrir la porte, il faut ouvrir les fenêtres, il faut être devant les gens et pour manger. Et tu pleurais avant, hein? Parce que quelqu'un va manger. Tu pleures, non. Et petit à petit, quand je grandissais,
je commençais moi-même à m'autodiscipliner. Et jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, je ne sais pas manger seul dans un restaurant. C'est pratiquement impossible. Jamais de la vie. Pour que je mange, il faut que je supplie mes amis qui sont libres, le pauvre Achille ou même Dansed ou même LG, je les invite, est-ce que vous pouvez venir m'accompagner manger parce que je ne saurais pas manger seul. Vous voyez, ce que la famille peut faire, ce qu'un père peut faire. Il a détecté qu'il y avait une faille. Il dit, oh, sois collé égoïste. S'il grandit comme ça, il ne partagera pas. Et même avec ses propres enfants, il ne partagera pas. Et aujourd'hui, c'est réglé. Donc on peut faire la même chose avec vos enfants. Et vous-même, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez, comme on dit, vous auto-éduquer. Toi, tu t'énerves facilement. Toi, tu te fâches facilement. Toi, tu ne partages pas. Mais pourquoi tu veux te marier dans ces conditions-là? Parce que si tu vas comme ça, tu vas être le fardeau pour quelqu'un d'autre. Tu vas faire mal à une innocente pour rien. Calme-toi, ressaisis-toi. Forme-toi d'abord. Comprends que tu n'es pas les nombrils de la terre. Parce que c'est ça qui se passe généralement dans la tête des gens. Yo nani. Yo fachi. Bon, yo zanani. Hein? Yo Kabila les pères. Yo Mobutu. Yo Kassavou. Mais tu es qui? Vous comprenez? Ça dit qu'à un moment donné, les gens devraient comprendre. Ça, c'est très important. Non, tu n'es personne. Tu n'es que toi. Et toi seul. Il faut que tu arrives à être humble, à comprendre. Et si tu ne comprends pas ça déjà toi-même, tu ne comprendras pas ça chez les autres. C'est ce qu'on appelle une formation personnelle, une autodiscipline. Tu te dis, bon, écoute, c'est normal. Quelqu'un peut me manquer de respect, c'est normal. Parce que là où tu vas te marier, rassure-toi, il y aura des moments où ta femme te dira des choses qui vont te blesser. Mais la différence entre toi et un singe, tu ne bondiras pas sur elle tout de suite. Tu prendras ça sur toi. Et que des hommes rancuniers, au final, c'est quoi? Ça, c'est quel homme? Un homme n'est pas rancunier. Un homme, quand il pardonne, ça passe. C'est fini. On m'a respect. Le 24 janvier. Et le camarade Nanga. C'est quoi? 2 ans passés, tu rappelles la même chose. Tu comprends que là, c'est un petit garçon qui n'a pas encore grandi, qui n'a pas encore mûri, ou ce sont les tares de comportement qu'il n'a pas pu régler quand il était encore seul. C'est toujours important, comme vous êtes encore célibataire comme ça, de régler certaines habitudes, certains comportements, de les régler avant d'y aller. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément important qu'il faut que les gens comprennent. Quand tu ne partages pas, ça veut dire que tu as un intérêt particulier avec les choses. Surtout certains hommes. Ils ne partagent pas. Il est fiancé, mais à ta montre à $20 à son melononte. Montre à $20 à son melononte. Vous êtes fiancé. Ta fiancée a un téléphone techno. Mais toi, tu as 2 téléphones, iPhone 15, 16, iPhone 15, ce qui paie Pro Max, ainsi de suite. Bon, ma soeur, qu'est-ce que tu veux comprendre? Est-ce que tu veux un dessin? Est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi un dessin que ce monsieur-là ne va pas s'occuper de toi demain? Parce que quand on se marie, on s'oublie au profit de l'autre. On donne le plaisir qu'on veut avoir, on le fait ressentir à l'autre aussi. De la même manière que moi j'ai besoin de voyager, de la même manière que ma femme a besoin aussi de voyager. Donc si moi je veux être un véritable homme, si je fais 2-3 voyages, il faut que ma femme les fasse aussi. Moi, il n'y a aucun pays où je suis allé que ma femme n'est pas allée. Peut-être la Chine, parce qu'avant on n'était pas encore mariés. Mais tous les pays que je fais, elle a fait aussi ces pays-là. Et par moments, je disais, elle ne le comprenait pas. C'est aujourd'hui qu'elle le comprend, peut-être. Et une fois, elle dit, je veux voyager, mais je vais aller en Europe. Je dis, mais tu vas aller seule, avec ta soeur et tes enfants, vivre ta vie, vivre une vie normale, sans moi forcément. Non, mais non. Je dis, vas-y, tu me donneras raison plus tard. Et aujourd'hui, elle m'a donné raison. Le problème, c'est qu'il faut parfois offrir à vos femmes, offrir à vos partenaires, la possibilité non seulement d'être seul, mais de vivre parfois le plaisir seul et de se faire les souvenirs eux-mêmes aussi. C'est important. Et donc, je ne dis pas aux gens ici que, non, vous devez, à un moment, quand tu veux te marier, tu veux être un bon monsieur, un bon père, il faut d'abord commencer à les penser, à le savoir au fond de soi. Qu'est-ce qu'il faut que je change? Toi, tu veux te marier, tu veux devenir un père, mais tu n'aimes pas qu'on te pose la question d'où tu es. Non, question simple. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans cette phrase-là? Tu es où?
Et puis parfois ils disent, comment ça? Comment ça, comment? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans la phrase? Il n'y a que tu, es et où. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu, es ou bien où? Non mais comment ça? Je veux savoir, comment ça, comment? Dis, tu es où? Une petite phrase, hein? Et comme pas complication. Non, tu vois, écoute, non, tu es où? Lingual, point. Ngaba, point. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui ne supportent pas ça. Moi, cette question-là, je ne la supporte que pour une seule personne, ma femme, c'est tout. Non, les restes, tu ne me poses pas la question. Pourquoi? Pourquoi? Il y a un mandat. Tu veux faire quelle recherche? Il y a une localisation ou quoi? Vous voyez? Donc, c'est des choses assez quand même importantes. Alors, si tu veux te marier et que tu veux être un homme bien, apprends à comprendre que quand je fais alliance avec une femme, il n'y a plus de moi. Il y a aussi elle dans ce que moi je suis en train de faire. Et vous serez bien, vous n'aurez pas de problème. Contrairement aux hommes mariés que je vois, que je connais, qui passent tout leur temps dans des boîtes de nuit, dans des restaurants en ville, ainsi de suite, comme si c'était des commissionnaires, mais jamais à la maison. Et quand tu poses la question, au Linganda, ah mon cher, ndaku moto, mais tu as un ventilateur. Ndaku moto, mais tu as clim, mon frère. Mon cher, ndaku debisio, makele les âmes, mais tu as un casque, zonga ndaku. L'homme, c'est la maison d'abord. Tu ne peux pas être content, être à l'aise ailleurs. Si tu commences à être à l'aise en dehors de ta maison, c'est que tu as échoué dans ta vie déjà. Tu as échoué. Parce qu'il n'y a pas un lieu qui puisse te procurer de la paix et de la sécurité comme chez toi. Il n'y a pas, il n'y a pas. Et je voudrais dire aux hommes une chose. Ça, vous devez le savoir. Bande Komibali. Tony, tu vois ta femme. Je vais vous dire une chose. Votre femme, celle qui est à la maison, celle qui prie quand toi tu es dehors, celle qui attend d'avoir tes nouvelles avant de dormir, celle qui se brûle pour te préparer et te faire à manger, celle-là détient au moins 80% de ta paix, de ta vie, de ta sécurité, de ta bénédiction et de ton développement. Et il y a des hommes qui n'iront jamais de l'avant. Tout simplement parce que, au lieu de prières, ce sont des lamentations. Leurs femmes pleurent. Même quand elles prient en disant « Seigneur, bénis mon mari », mais Dieu n'écoute pas ces prières-là. Dieu écoute la qualité de son âme. Et l'âme est blessée. Et vous allez voir des hommes qui pouvaient devenir des grands messieurs, ne le deviendront jamais. Ils vont maintenir un statut limité. Ils n'iront jamais de l'avant. Parce qu'en réalité, il y a quelqu'un que tu fais pleurer. Vous avez souffert avec une personne. Aujourd'hui, tu as l'argent et c'est elle que tu tournes le dos. C'est elle que tu ne veux pas voir. Donc, dans ton bonheur, elle n'a pas droit au chapitre. C'est dans ton malheur qu'elle pouvait avoir droit. Mais comment voulez-vous qu'on vous dessine la malédiction? Et là, même un pasteur ne peut pas vous délivrer dans ça. Vous devez être responsable. Vous ne devez pas faire pleurer vos femmes. Non, vous ne devez pas. Soit il ne fallait pas les épouser. Arrêtez d'être ces hommes-là. Ne faites pas partie de ces hommes-là. Comment tu peux te permettre de taper ta femme, de l'insulter, de l'humilier, de la chosifier? Comment c'est arrivé? Et comment tu prends plaisir de dépenser l'argent de ta sueur, de ton sang, avec des maîtresses à l'extérieur et ta propre femme à la maison en train de mourir de faim? Même nos parents ne faisaient pas ça. Nos parents à l'époque ne le faisaient pas. Nos parents couvraient nos mamans, si vous vous rappelez, nos grands-mères de tous les biens avant de sortir à l'extérieur. Moi, je suis d'accord. Je peux vous dire, soyons sérieux et honnêtes. Les hommes fidèles, il n'y en a pas beaucoup. Je dis fidèles en termes de mariage, qui gardent leur femme et qui ne voient pas ailleurs. Bon, ce n'est pas à moi de commencer à vous dire que voilà, non, non. Hein, on va rester sur terre. Ça n'existe pas beaucoup. Mais, même dans vos bêtises, quand vous arrivez à le faire, n'oubliez pas que même lorsqu'un champion tombe, il tombe en tant que champion. Vous pouvez faire vos bêtises quand vous pouvez, mais n'essuyez pas vos maisons. Ne vous permettez pas le luxe de souiller ta maison à toi, c'est-à-dire déshonorer ta femme, humilier tes enfants. J'ai vu un monsieur, une histoire qui m'a, moi, ça m'a mis dans tous mes états. La maman de la maison, comme on dit souvent, maman de la maison,
va déposer les enfants à l'école à pied. Elle a pris un taxi. Alors que ce monsieur, l'irresponsable haute gamme, vient d'acheter 2 véhicules à une maîtresse. 2 véhicules. Alors que la femme à la maison n'en a même pas 2. La femme à la maison n'a que le véhicule du monsieur. Alors que le monsieur a acheté 2 véhicules à la femme à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez un peu comment on peut être aussi fou comme ça? Et quand vous regardez bien, il y a 2 raisons pour la plupart. Soit ce n'était pas le choix de sa vie. Il a épousé une femme par circonstance, à balayer, il n'avait pas l'argent. Et quand il a eu l'argent, il commence maintenant à aller chercher les femmes, il y a un niveau, entre guillemets, il y a un niveau naïf. Parce que généralement, c'est ça avec les hommes. Il va venir te faire la cour, tu penses que c'est l'homme de ma vie. Non, il t'a fait la cour en fonction de la situation au besoin d'un moment. Et quand il commence à avoir de l'argent, il commence maintenant à vouloir assoupir Barev Naya Kala. Qu'est-ce qu'il se disait? Les filles claires, les filles avec, je ne sais pas moi, tout ça. Et vous avez des gens comme ça qui vont se tuer à cause de bêtises comme ça. Et vous allez sacrifier votre vie. Et ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que quand toutes ces femmes partiront, puisqu'elles partiront, toutes ces femmes-là, qui te font croire que tu es le prince du monde, toutes ces femmes qui te font croire que c'est toi l'homme qu'il faut, on te dit que tu es beau, ainsi de suite, toutes ces femmes-là partiront, mais ta femme à la maison restera. Et ça, c'est ça ce que les gens devraient en principe comprendre et en principe savoir. Autre chose, c'est lorsque vous vous mariez et que vous voulez être un père exemplaire, vous devez vous-même d'abord commencer par l'être un homme responsable. Un homme responsable n'est pas un homme qui dort à l'extérieur. Excusez-moi de le dire, mais ce sont des choses qu'il faut dire quand même. Un homme, sauf si c'est une mission de service ou c'est un travail, mais un homme qui a un peu de la jugeote ne peut pas passer la nuit dehors sachant que sa femme est à la maison. Vous comprenez? Tu ne peux pas. Tony, tu ne peux pas. Ta femme est sur place et toi tu dors à l'extérieur. Pour quel plaisir? Quel est ce plaisir? Si tu veux être polygame, affirme-toi. Assume-toi. Au lieu de vivre une vie cachée, une vie non... C'est assez compliqué. Et maintenant, ça c'était un élément important de le dire. Mais un autre élément de dire, c'est l'élément de partager. C'est l'élément de tenir bien sa maison. C'est l'élément de tenir bien son foyer. Lorsque vous épousez une femme qui vous a dit qu'elle a des enfants, ou qu'elle a 2 enfants, ou 3 enfants, ou même un enfant, comportez-vous comme le mari de votre femme, mais comme le père de l'enfant de votre femme. C'est important. C'est très important. Parce que vous ne pouvez pas vouloir d'une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas accepter une femme et régner son fils, ou vous ne pouvez pas d'ailleurs penser que vous allez traiter bien la femme et maltraiter son fils. C'est des choses qui ne se passent pas, qui ne se conçoivent pas. Personne ne t'a obligé d'épouser une femme qui a déjà un enfant. Personne ne t'a obligé. Mais du moment où tu acceptes de le faire, fais-le jusqu'au bout. Mais toi, tu es un père. À partir de quel moment tu épouses la femme, et surtout les pauvres dames qui ont des enfants, mais surtout des filles? J'ai plein ces jeunes, ces dames. Elle a un enfant, elle a une fille, elle se marie avec un homme, et bizarrement, ce monsieur commence à regarder cette fille. Bizarrement. Donc, il commence à regarder sa belle-fille, on peut dire, qui en réalité est sa fille. C'est humiliant, n'est-ce pas? C'est dégradant. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Alors, pour terminer notre enseignement d'aujourd'hui, quel est le lien que l'on doit avoir avec les enfants? Excusez-moi de vous le dire. Lorsque vous êtes le père, c'est-à-dire la source, et que vous avez une femme, vous avez des enfants, c'est à vous de faire respecter la discipline dans la famille. Les aînés ont une mission. On va le dire quand on aura les questions-réponses. Les aînés ont une mission dans une famille et les cadets aussi. Mais quand un aîné, l'aîné c'est qui en réalité? Chez nous en Afrique, chez nous les Bantous, l'aîné c'est le deuxième père. C'est ça. L'aîné c'est le deuxième père. L'aîné de la famille, c'est le transmetteur des valeurs. Donc lorsque vous êtes aîné dans une famille, vous devez savoir que vous avez une responsabilité de correction au niveau même de la famille. C'est à vous de donner la ligne. Voilà pourquoi les parents sont parfois trop durs avec les aînés.
Parce qu'ils savent que c'est eux qui vont prendre le relais. L'aîné d'une famille, c'est la responsabilité. Vous êtes, comme je dis, un deuxième père. D'ailleurs, dans d'autres familles, on les appelle bien, on les appelle petit papa. C'est-à-dire, vous êtes le petit papa. Et que Dieu bénisse tous ces aînés qui savent prendre soin de leurs frères, de leurs sœurs. Si vous avez un aîné dans votre famille, si vous avez un aîné qui sait prendre soin de vous, qui connaît la mesure de la tâche, il faut remercier Dieu. Moi, j'ai un aîné chez nous, dans la famille, notre aîné, c'est un homme exceptionnel, je voudrais lui rendre hommage ici. Il s'appelle Thierry Bossembe Lonkando, exactement comme moi. Lui, c'est l'aîné de la famille. Il a eu 40 ans cette année. C'est un homme exceptionnel. Quand je dis exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. On avait 11 ans, je crois 12 ans, quand nous avons connu des problèmes à Goma et tout. C'est lui qui, quand on a fouillé la guerre d'ailleurs, on est arrivé en Bandaka. Je me rappelle qu'à 11 ans, il pouvait laver les habits de 6 de ses 5 frères. On était à 6, donc il avait les habits de tout le monde à 12 ans. 11 ans, 12 ans. Il pouvait aller comme ça, voir ses amis, on lui donne une canne à sucre et il ne mange pas la canne à sucre. Il amène la canne à sucre à la maison, on va le partager à 5, non, je veux dire à 6. Et il était toujours le dernier à manger. C'était l'aîné, quand vous êtes à l'école, il savait que moi j'étais balèze et que je ne savais pas me battre. Il m'attendait à la fin du cours. Pas pour se battre, parce que lui non plus n'était pas si fort comme ces gens, ces jeunes gens de là-bas. Les gens de Mandaka, ils se battaient pour rien en fait, ils ne comprenaient pas. Pour rien, on se regarde tellement mal. L'autre bunda, mais il y a des gens qui sont mais non, c'était comme ça. Et lui, mon grand frère, n'était pas si fort que ça non plus. Donc, à la maison, on s'appelait... Lui, il était Chic Norris, je crois. Moi, j'étais Jean-Claude Van Damme et Guigui était commando, quelque chose de ce genre-là. Mais une fois au cours, Thierry venait, il attendait. Et il disait, Naoki Balibi, on a 12h, Yoba, 11h40. Viens me voir aux toilettes là-bas. On va escalader les murs, on va sauter, on va courir jusqu'à la maison. Donc, il ne venait pas pour se battre, mais pour qu'on fouille ensemble seulement. Alors que lui, ce n'est pas lui qui était problématique, ce n'est pas lui qu'on voulait tabasser. Et ça, c'est un aîné. Et je lui rends un hommage fort, un hommage important. C'est l'exemple. Et je suis assez sévère avec mon premier fils, parce qu'en réalité, ce que je veux, qu'il soit comme mon grand frère. Qu'il soit celui qui mange après tout le monde. Qu'il soit celui qui se soucie de tout le monde. Qui ne va dormir que lorsque tous ses frères et toutes ses sœurs dorment. C'est ça l'aîné de la famille. Mais l'aîné a aussi une responsabilité de ne pas humilier la famille. Comment tu es aîné, tu es jeune fille, comment tu peux commencer, Magamami Bali, n'a pas 16 ans, n'a pas 17 ans, tu es une petite fille, et pire encore, l'aîné de la famille, et tu as des sœurs. Vous avez un devoir d'exemplarité. Il y a des choses que vous n'allez pas faire, pas parce que vous voulez, non, mais parce que vous ne pouvez pas le faire tout simplement. Parce qu'il y a une responsabilité. Vous comprenez? Donc, une jeune dame qui est aînée, elle doit savoir qu'elle ne peut pas tomber enceinte. Sous le toit conjugué, sur le toit de papa et maman. Non, c'est des choses qu'on ne fait pas. Par discipline. La même chose aussi pour le garçon. Tu es l'aîné de la famille, tu ne peux pas engrosser. Parce qu'il y a des frères derrière toi. Si toi tu engrosses et que tu fais une bêtise, et que tu vas en prison, et que tu commets une bêtise, ce que tu ne sais pas, tu es en train de légitimer une bêtise et tes frères vont faire la même chose. Donc ce n'est pas des choses que nous ne pouvons pas faire parce que nous ne voulons pas. Non, c'est des choses que nous ne pouvons pas faire parce que nous ne pouvons pas tout simplement le faire. Vu la charge, vu la responsabilité que nous avons, nous ne pouvons pas. Et c'est cette mentalité-là que chaque membre de la famille doit jouer. Moi, je grandis sans mère. Et nous avons grandi dans cet environnement-là comme ça. Et on avait que notre père pour nous témoigner toutes ces choses-là. Et mon père nous disait toujours, Christian, Chéri, Guigui, vous devez savoir une chose, vous n'avez pas de mère. Et tout le quartier me regarde. Ils attendent que vous puissiez commettre des fautes, que vous puissiez aller en prison, que vous rentrez dans le banditisme, pour qu'on dise que j'ai échoué dans mon éducation. Est-ce que c'est ce que vous voulez pour moi, votre père? Et tout le monde dit non. Et nous avons gardé ça comme ça. Je me rappelle qu'on pouvait aller nous battre avec les amis quand on était jeunes. Mais une fois que tu entends la voix de ton père, ce qui bêtise est Bogochanga Wapi.
tu te retires du groupe toi-même et tu rentres à la maison. Parce que c'est en ce moment-là que tu comprends qu'on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Vous n'avez peut-être pas des responsabilités. Non, l'aîné et le cadet ne peuvent pas avoir le même comportement. Non, 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 non. Non. Et c'est ça que nous devons développer tous les jours de notre vie. Et vous devez le dire à vos enfants. Il faut faire comprendre aux enfants que s'il a quelque chose, ce n'est pas pour lui. C'est pour la communauté. Vous apprenez à votre enfant l'esprit de partage. Apprenez à vos enfants de manger sur une table. Ensemble, avec tout le monde. Le fait pour les enfants de se servir, vous comprendrez s'il a le souci des autres ou pas. Lorsqu'un enfant est devant la nourriture et qu'il prend tout pour lui, ne criez pas sur lui pour l'instant. Posez-lui juste la question. Et tes frères vont manger quoi? Lui-même, sans crier, il va commencer à enlever une partie et remettre dans la casserole pour attendre que les autres mangent aussi. Et ça, vous comprendrez que les enfants grandiront comme ça. Ils vont commencer d'abord à se servir. Ok? Permettant aux autres de se servir aussi. Et puis il reviendra à un deuxième tour, un troisième tour s'il veut. Mais prendre tout d'un coup montre à suffisance qu'on est tellement attaché à ça qu'il faut commencer à le baisser. L'aîné de la famille a une responsabilité énorme. Les aînés, encore une fois, que Dieu bénisse tous les aînés, puisqu'ils ont une responsabilité énorme. Est-ce qu'il y a des aînés dans cette salle? Vous êtes aînés? Vous êtes des aînés? Bob, tu comprends? Tu ne peux pas dormir sans que tes frères et tes sœurs dorment. Tu dois le savoir. Et l'aîné doit avoir un cœur de pardon. L'aîné, c'est comme je dis, un deuxième papa. L'aîné ne regarde pas ce qu'on lui a dit. L'aîné se fout qu'on lui demande pardon ou pas pardon. L'aîné n'est pas fait pour qu'on lui demande pardon. L'aîné est fait pour montrer la direction. Donc tu ne vas pas dire, non, il m'a manqué du respect. Non, l'aîné n'est pas dans ça. L'aîné est dans le dépassement. L'aîné est dans la maîtrise de soi. L'aîné est dans le partage. L'aîné n'a rien. Tout ce que l'aîné a est pour les autres aussi. C'est ça le rôle de l'aîné. La mission principale d'un aîné, c'est de répandre la joie, le bonheur et surtout la sécurité. L'aîné, c'est la mémoire de la famille. Il rappelle à la famille, puisqu'il est le témoin. Il a vu tout le monde venir. C'est pourquoi dans une famille, il ne faut jamais permettre qu'un plus petit manque du respect au plus grand. Vous détruisez la chaîne. On ne le comprend pas. Moi, j'ai des enfants, deux garçons, jusqu'à là, bien sûr. Deux enfants, deux garçons. Et ils n'ont pas un grand écart d'âge, un peu comme moi et mon frère Guigui. Mais vous avez les petits conflits qu'il y a là-bas. Hein? Ouais, les petits conflits. Et Christian qui dit à Christian Philippe, non, Christian Philippe qui dit, tais-toi! Et là, il veut se faire respecter. Tais-toi, je dis! Calme-toi! Et Christian qui dit, pas jamais! Pas jamais! Alors, je ne sais pas jamais, ça veut dire quoi, mais en tout cas, pas jamais! Et moi, j'entends, je vois. Et parfois, sa mère dit, mais Christian a lombé. Je dis, non, 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 non. Oh, il a lombé. Il veut s'affirmer, oui, mais je sais comment régler ça à un moment donné. Il doit comprendre que, avant qu'il ne soit mon fils, il y avait déjà un fils. Et ça, mon père me le rappelait toujours. Avant la lingayo, la lingara na mutiri. Et il doit comprendre ça. Et le petit doit comprendre que chaque fois qu'il y aura un débat entre les deux, ça sera à lui d'abord de se taire et venir me faire le rapport, et moi je verrai comment parler à son grand frère. Mais quand vous n'avez pas ces choses, ça va être compliqué. Voilà pourquoi vous avez dans certaines familles un désordre criant. Vous savez, quand moi j'entre dans une famille, ou dans n'importe quelle famille, je n'ai pas besoin de rester longtemps. 10 minutes suffisent pour savoir s'il y a l'ordre ou s'il y a la discipline. 5 minutes suffisent pour savoir si les choses sont à leur place. Et dans la famille, nous sommes au côté, il y a ébanité, les qui ébanité, et ceux qui pour qu'ébiter, papa pas ébanité, maman pas ébanité. Tout le monde crie, tout le monde donne des ordres, tout le monde raconte ce qu'il veut. À un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra mettre de l'ordre ici? Parce que l'ordre, c'est la chose la plus importante dans un foyer, dans une famille. L'ordre. Vous ne pouvez pas. Vous entrez dans une famille comme ça, c'est tout le monde qui crie. Tu comprends tout de suite ici que papa n'existe pas, maman n'existe pas. Ou les enfants, bon, papa existe et maman existe, ça dépend des jours. Ou papa est vraiment là, on sent que papa a ça. Ça dépend aussi des humeurs. Il y a même un papa qui dit, non, non, non. Et ça a commencé quand? Non, non, non,
Ce qui va quitter, non. Le père, quand il parle, on se tait, on l'écoute. Moi, c'est à Kin, je vais vous dire la vérité. C'est seulement à Kin que j'ai vu, que j'ai appris et que j'ai compris que papa peut parler, les enfants peuvent répondre. C'est seulement ici à Kin. Nous qui avons vécu dans nos provinces là-bas, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas possible. Papa peut parler pendant 2 heures. Toi, tu es là et Dieu nous donne une force de rester debout. Tu vas comprendre. Et tu restes là jusqu'à la fin. Mais à Kin, papa lobby, moi, on appelle à lobby. Papa lobby, tu côté, là, mon pas bien. Tu côté, là, quoi? Bon, nini. Bon, nini, yango. N'a pas fait ça dans côté. Et puis, il dit ça à maman, là, maman, il peut que le bénéki ming. Je dis, waouh! Moi, je suis là, au cimetière. Non, on a besoin de soins intensifs, besoin de simbayo, besoin de tout au colia. Parce que tu es foutu, en fait. Mais à Kin, ici, j'ai vu les enfants parler, maman parler, un débat. Et ils appellent ça liberté. Libère quoi? Liberté. Donc, moi, je parle et mon fils parle aussi. Ah, vous voyez bien. Non, Dieu je ne peux pas comprendre que ce que moi je n'ai pas fait à mon père, que mon fils me le fasse. Jamais. Jamais. C'est la règle, en fait. Avec votre histoire de papa, je vais rester seul. Je vais être seul chez moi. Ouh. C'est dans la rue que tu vas être seul. Mais il faut qu'une maison ait de l'ordre. Quand il n'y a pas d'ordre, c'est fini. La famille est déstructurée. Il faut que même un étranger, quand il vient chez vous à la maison, qu'il sache que, ah, maman Azali, ah, papa Azali. On nous a raconté une histoire où dans une famille, quelqu'un est venu, il a trouvé maman en train de taper papa. Maman en train de taper papa. C'était le jour de la présentation, il y a moi. La belle-mère, elle a dit, mon a arrêté. Oh, moi, maman, je vais taper papa, boy. C'est que yopé, parce que on va te taper, parce que l'enfant a vu. Cette mère n'avait pas tort. Aujourd'hui, même si l'ami dit que Babé t'a quitté, mais on sait quand même. Quand il y a des bleus ici, on sait. Quand il y a des... Ah, tout le monde, on a tout le temps qui l'apporte. Ah, bon, ok. Mais on sait qu'il m'excuse, mais de toute façon, ce n'est pas de lui que je parle. Moi, je parle d'autre chose. Je parle d'un autre ami, pas de lui. Tu vois un ami, vous venez dans le bureau, mais il pleure. Sur votre basate, il pleure. Quand tu rentres, Nîmes, mon cher va souci. Quand tu lis, non, comment? Oh, maman avait raison. Non, le problème, c'est que n'entrez pas dans des familles inutilement et bêtement. Observez les familles en question. Observez les familles. Tu vas poser la question à une fille. Maman, comment on a? Non, comment on a Darling? Ok. Darling, vous avez combien d'andako? Tu as 12. Mon cher, tu lui frère mainté. Mais ralentissement d'abord. Bois 12, ok. Yozanan. On a aîné. Ok. Diminue encore un peu. Bande comme ça. Ote, voilà, ningai. Ah, bah, kosele makambu, que azayi kulu na koti makala. Bon, ami, yamusus, ah, yamusus na braza zo lukavi, mais akima nae, azo lukavi, naza kut na dele qui débat na nia na boko na rabon. Bon, ami sato, ah, yami sato, yé, aza kianaki Angola, akana lukavi, tout ça. Mais, mon frère, est-ce que tu veux vraiment un dessin? Est-ce que tu veux un dessin? Parce que ce n'est pas avec elle que tu feras la vie. Tu feras la vie avec tous les 12 ouana. Ça sera sur toi. Pourquoi vous voulez vous mettre dans des charges inutiles, modèle ouana? Oh, mon père me disait, quand tu vas au Tuni, combien? Enfin, 12. Dis, madame, au revoir, on va se revoir plus tard. Non, parce qu'en réalité, vous vous mettez dans des conditions, il y a mabé pour rien. La pauvreté, elle est... On la crée. On l'entretient aussi. Et si vous n'êtes pas sérieux dans vos choix, ça va être difficile. C'est un peu comme les jeunes femmes. Tu vas aller épouser un homme, tu lui poses la question. Tony, ça va? Oui, ça va. Ok. Dans une vérité, vous en avez combien? Et Tony qui est clair, il dit non, on en a 5 bana. 5 bana. N'a-ba maman combien? N'a-ba maman 5. Et toi tu dis ok, non, ça va, on va réconcilier Léo. Ah, Sainte Mère Thérèse. Ok. Orphelinat gagat. On réconcilie le bana, on a maman ma bota. On a beaucoup le bana na. Rassure-toi que tu es là, tu seras la 6e mère. Parce qu'un homme qui n'a pas pu être discipliné pour faire 5 enfants, pas 2,
pas un, 5, avec 5 femmes différentes, je doute fort qu'il soit conscient qu'avec toi. Je doute très fort que sa conscience commence par toi. Ou il veut inaugurer sa conscience. Non, je crains que tu sois aussi victime à Poinaï. Un garçon, un monsieur qui a 40 ans, 40 ans s'il te plaît, célibataire, et c'est lui qui veut t'épouser. Ma soeur, à partir de 30 ans, c'est discutable ce que je dis, mais à partir de 30 ans, un homme qui a 40 ans, qui était marié, divorcé, je peux comprendre. Veuf, je peux comprendre. Mais 40 ans, tu n'as jamais eu envie de te marier? Tu cherchais quoi? Oh non, non, nous, on a stabilisé vie. Non, à un certain âge, il y a des sentiments qui naissent en nous, qui nous poussent à être responsables à fonder une famille. Les scientifiques disent que ça varie entre 29 et 30, 32, 33, 34. À partir de cet âge-là, certains scientifiques disent que c'est le moment où l'homme développe un sentiment de fonder un foyer. Quand vous dépassez, vous arrivez à 40 ans, c'est-à-dire vous entrez dans la folie de la quarantaine, ou ce qu'on appelle la vieille puberté, ça devient compliqué. Ça devient extrêmement compliqué. Sauf dans des cas exceptionnels. Il y a des cas exceptionnels comme ça, où un homme, voilà, il n'était pas intéressé tout simplement, mais dans la plupart des cas, c'est très dangereux. Mais ce qui est pire, c'est que toi, tu es une fille, tu vas être avec un monsieur qui a déjà 40 ans, et vous dites que c'est ton fiancé. Ah, on ne peut pas être fiancé d'un monsieur qui a 40 ans. Il ne le fera pas, il ne t'épousera peut-être pas. C'est fort de le dire comme ça, mais j'ai craint. Surtout quand un monsieur est content de sa liberté, surtout de tonton, la liberté, ça va être difficile pour lui de se mettre dans un couple. Mais je reconnais que ce que je dis peut avoir des exceptions. Ça peut avoir beaucoup d'exceptions d'ailleurs. À 40 ans, certains hommes se disent, c'est bon le moment pour moi de me marier. À 35 ans, certains hommes se disent, c'est bon le moment de marier, j'ai eu ce que je voulais, je veux marier. Ça peut se comprendre. Mais c'est quand même pas de très bons, c'est bon? Ce n'est pas de très bons indicateurs. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, ce dont on pouvait parler aujourd'hui au sujet des familles, les responsabilités des enfants, ainsi de suite. Et c'est très important, et surtout quand les enfants sont encore petits. Apprenez à vos enfants de développer l'écoute. Quand tu parles à ton enfant, essaie de faire un effort que ton enfant t'écoute. Les enfants ont besoin parfois de parler pour qu'on les écoute. Mais il faut apprendre aux enfants à écouter aussi, tout doucement, avec une méthode plus simple. Tu l'écoutes lui quand il te parle, et quand toi tu veux parler, tu lui parles, et s'il t'interrompt, tu lui demandes de t'écouter aussi. Tu dis, écoute-moi d'abord, hein? Moi je t'ai écouté, toi aussi écoute-moi. Et ça développe une patience, un esprit de tolérance, et vous allez voir que votre enfant sera très bon dans la communication avec les autres. Parce qu'il y a des enfants qui ont grandi aujourd'hui, ils ne savent pas, ils sont devenus des femmes, de messieurs, ils ne savent pas d'où ils tirent ce comportement-là. Ils tirent ça depuis leur bas âge. Ils n'avaient jamais entendu les gens parler. Moi, je connais beaucoup de gens, même certaines autorités d'ailleurs. Lui, si tu appelles au téléphone, c'est pour que tu l'entendes. Et jamais pour que tu l'écoutes. Jamais pour qu'il t'écoute, lui. Et vous allez voir ça dans vos rapports aujourd'hui, peut-être c'est les cas de l'un d'entre vous, quand vous commencez à discuter avec quelqu'un, si vous avez tendance à beaucoup parler, à vouloir tout expliquer, ce que vous n'avez pas le temps d'écouter l'autre. Et vous devez travailler ça vous-même. Vous devez être en mesure de vous taire et écouter. Et quand je dis écouter, ce n'est pas pour répondre. Écouter, c'est pour comprendre. Il y a une différence entre écouter pour répondre et écouter pour comprendre. Écouter pour répondre, c'est vous écouter et vous préparez votre argumentaire. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de comprendre ce qu'il dit. Juste votre argumentaire. Mais écouter pour comprendre, ça veut dire je t'écoute, je me mets à ta place, j'analyse le fait, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui t'a motivé à le faire. Et quand je répondrai, vous allez voir que je ne répondrai pas longtemps. Ça serait peut-être court. Mais aujourd'hui, on va parler. Il dit, ok, allez-y. Il dit, j'ai 10 points. Et tu vas m'écouter. J'ai 10 points. 1, ça c'est mon frère Guigui. Lui, il parle avec des points. Et même dans ma soeur, il y a Vibo. On en a 6 points. Ah, à l'émission. Premier point. 2, Guigui, il est comme une. Oh, des formations professionnelles. Dans le Baka, bon. Vous voyez? Et il y a des femmes aussi comme ça. J'ai 3 points, 5 points. Maintenant, écouter pour comprendre et écouter pour répondre, comment ça se passe? Lorsque tu es en face de quelqu'un qui énumère le point, celui qui écoute pour répondre va lui aussi dire Nayoki ba pogno sur lobby, tu as le premier point au lobaki, tu as les aboués. Deuxième point, tu as les aboués. Lui, il n'a pas écouté pour comprendre. Il a écouté pour répondre. Voilà pourquoi
il y a eu 10 questions, il a répondu à 10 questions. Mais celui qui écoute pour comprendre ne répondra pas aux 10 questions de la même manière. Il pourra répondre les 10 questions en 2 questions seulement. Puisqu'il a compris que peut-être la première question et la troisième, c'est la même chose. Peut-être que la deuxième question et la sixième, c'est la même chose. Donc, il comprend. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Et surtout dans le couple, c'est important que d'écouter l'autre. Je termine par là. Vous sortez, vous avez rendez-vous avec votre femme. Et vous sortez, et vous vous êtes entendu de sortir à 19h. Et voilà que les embouteillages vous ont pris tout le temps, et vous arrivez peut-être à 21h, par malheur. Alors, elle est hyper fâchée. Parce que souvenez-vous, il y a là 6 mois, vous avez fait la même chose. Et si vous avez une bonne mémoire, le début de votre mariage, vous avez aussi fait la même chose. Parce que tout ça, elle connaît, les femmes connaissent, hein, ne vous en faites pas. Même les habits que vous avez mis ce jour-là, les téléphones, elles connaissent tout, elles ont les détails, c'est impossible, comment Dieu les a créés. Et donc, quand elle te dit, Paul, c'est quoi ce comportement? On a vendu pendant 2 heures. Il y a quitté, il y a manzelate, il y a nani pendant zelayo. C'est pas possible. D'ailleurs, depuis la vente de n'oubliez pas, les femmes, c'est toujours et jamais. Hein? Elles aiment toujours et jamais. Et pour eux, toujours, ça veut dire encore, et jamais, ça veut dire pas. C'est pas jamais, jamais. Dans les femmes, ils disent jamais, jamais. Mais dans leur langage, quand ils te disent jamais, n'écoute pas ça comme jamais. Écoute ça seulement comme pas maintenant. Donc les femmes, c'est comme ça. Hein? Il ne faut pas les prendre au mot, sinon vous repoutez. Donc on a vendu à ce qu'on a dit Batoumoussou, parce que c'est toujours ça. Ce qu'on a dit Batoumoussou, parce que quand elle parle avec tous les détails, et tout ça, ce que tu entends, si tu l'entends pour répondre, on va répondre. Tu vas répondre comme ça. Ça dit que tu es rentré dans répondre. Tu vas répondre. Mais si tu veux répondre si tu veux écouter pour comprendre, tu vas comprendre d'abord que tout son énervement n'a rien à voir avec toi. Mais l'énervement vient du fait que tu aurais dû être là à temps, mais que tu n'as pas été là à temps. Et qu'elle, elle était en train d'attendre parce qu'en réalité, elle voulait mettre sa plus belle robe et qu'elle voulait entrer dans une salle de fête pour que tout le monde voit qu'elle s'est bien habillée. Maintenant, toi, tu as fait passer cette étape-là. Elle, maintenant, elle ne veut pas faire comprendre à son cerveau que les gens ne vont plus la voir comme elle aurait voulu que les gens la voient. Et tout ça, toi, tu es innocent, tu ne sais pas. Mais tu es en train d'être dans un tribunal pour des choses que toi, tu ne connais pas. Donc, vraiment, maquillage, tout ça, c'est toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu comprends? Dis, mon amour, embouteillage, mon corps grave. Mais mon asa le traitement exact. Ne ba ka na ye mo sinanga to keneka kitsa mutema to zokeno lati da yekuti bien nous danger na benga ya master ba bisinga ndenge ba ça les amène modèle lati na bisio personne ne te peut token. En fait, c'est que tu ne sais pas, tu viens de résoudre un problème. Elle voulait que les gens disent qu'elle est jolie. Toi, tu viens de le dire. Et en plus, tu lui as dit que les gens étaient là-bas, moni. Mais, Yosko confirme, c'est fini, mon frère. L'affaire est réglée. Tu vois, tu as écouté pour comprendre. Les insultes, là, ça ne sert absolument à rien. Moi, quand je vais sortir, parce que ma femme, comment ça se passe avec elle? Et je crois que c'est le cas de plusieurs femmes aussi. Christelle, on peut avoir un rendez-vous. On va sortir. Elle sait que la fête, c'est à 19h. Et qu'elle sait que moi, je déteste le retard. Mais Christelle va s'arranger pour aller au salon de coiffure à 16h, connaissant que le salon va lui prendre minimum 2 heures ou 3 heures. Donc, elle va rentrer à la maison probablement à 19h, 19h30. Et là, quand elle rentre, ce n'est pas pour qu'on parte. Elle rentre maintenant pour se préparer. Et n'ose pas dire token. Parce que ceux qui maquillent et qui m'habillent, c'est toi les responsables. Et si vous sortez et qu'on ne la regarde pas vraiment, yom tout à la faute. Donc, il faut la laisser prendre tout son temps. Et donc, tu restes. Alors, la première fois, je voulais me fâcher grave. J'ai dit, bon, si je pars, qu'est-ce que je fais, Paul? Simple. Prochainement, j'ai dit, on a une fête. Mais les mariés ont dit, ils vont changer les choses. Et ils vont entrer à 18h. La fête, c'est 18h que ça commence. Donc, prends tout ton temps. Mais 18h, il faut tout. Elle est partie au salon à 14h. Elle est rentrée à 17h.
Elle a commencé à se préparer, elle a fini à 18h. 18h, 18h30. Elle dit, Naïbi qui est en retard. Oui, on est en retard, mais c'est pas grave, chérie, je comprends. Mais moi, je sais que la fête, c'est à 20h. Donc, on a 1 heure. 1 heure, et puis posé. Tu es là. Non, on a beaucoup de radiateur. Chérie, bon, ça maquillage très bien. On a beaucoup de radiateur et tu attends. C'est bon. Ok, tranquille. Vous allez même en rigolant. Pourquoi? Parce que tu as compris qu'est-ce qu'il faut ici. Mais quand tu viens tic au tac, non. Si tu vois ta femme, comme je l'ai toujours dit ici à l'école, devant un miroir, elle est en train de se mirer. Si tu veux qu'elle quitte le miroir, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis quoi? Tu lui dis, mais tu es très belle. Mais ma beauté a donc, maquillage, non, 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 c'est formidable. Elle ne restera plus 2 minutes là-bas, elle est partie. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle voulait, au fait. Quand elle regarde le miroir, c'est parce que le miroir ne parle pas. Elle aurait bien voulu que le miroir lui dise, mère, au barré, bango. Et pas qu'il. Ce qu'on y a déjà, mère, au danger dans le miroir. Donc, bon, on a mis tika. Et la mboyo, non, non, non. Parce que c'est ça. Paul attend, c'est ça. Il y en a tellement de choses à vous dire sur ces questions-là pour que vous puissiez comprendre. C'est comme ça, en fait. Et une femme, quand elle dit qu'elle n'a plus d'habits, ce n'est pas qu'elle n'a plus d'habits. Elle veut simplement dire qu'elle n'a plus de nouveaux habits. Alors, si toi, tu te fâches, vous allez vous fâcher pour rien. Parce que, ok, oh, bilambate, alobike, n'a pas bilambate. En fait, elle veut simplement dire qu'elle n'a pas bilamba sikate. Vous comprenez? Parce que pour les femmes, c'est bizarre. Nous, on peut aller dans une fête, attendre 3 vestes, il n'y a pas de problème. Mais les femmes, elles ne blaguent pas. Anniversaire, robe. Mariage, robe, chaussures. Oh, et puis, c'est qui va faire? C'est toi. Hein? C'est toi. Et si tu n'as pas d'argent, elle va te dire, est-ce qu'elle a un somba bon yo c'est langa? Pour na yemo kalata. Na somba bon yo so. Les femmes sont formidables. Que Dieu vous bénisse tous.